Il y en a marre des béquets, parti 1. On est en train de puiser les ressources énergétiques sans compter. Aujourd'hui, notre eau est polluée. Le sol est contaminé pour des centaines d'années aussi. La banane est une culture issue de cet empire colonial français. Ouais, c'était l'esclavage, même c'était Jusqu'en 1974, c'était des enfants esclaves. Mais on ne savait même pas que c'était du poison. Mais on travaillait, on ne savait pas. Il y a trop de gens. Il y a trop de gens qui ont des cancers. Cela ne peut plus durer, en fait. À mon avis, c'est un crime. Ça s'appelle un crime. Il faut reprendre le contrôle sur ses décisions, sur son territoire en matière alimentaire. Prendre soin de la terre, c'est prendre soin de nous. La Martinique a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour être en autosuffisance alimentaire, et ce n'est pas le cas. La principale culture de la Martinique, c'est des bananes. Les responsables, en fait, étaient les descendants de ces mêmes familles, que c'était toujours la même ligne. Il faut peut-être faire quelque chose, ne serait-ce que ne plus faire semblant de ne pas voir. Bien que l'histoire de la colonisation soit ancienne, elle reste d'actualité. En 1635, Pierre Belin des Nambucq, un colon français, prend possession de la Martinique au nom du roi de France. S'ensuivra une lutte de longue haleine avec les Kalinagos, un peuple autochtone de la Caraïbe qui, en tentant de chasser les colons, se fera exterminer. La Compagnie des îles d'Amérique, fondée en 1635 par Pierre Belin des Nambucq, fait déboiser la Martinique pour y planter les premières monocultures coloniales. À sa demande, la compagnie assure les terres volées aux Kalinagos, fondant ainsi la propriété privée, fondation de notre société coloniale au sein de laquelle les Békés, descendants des premiers maîtres esclavagistes, possèdent la majeure partie du foncier, leur servant à cultiver canne à sucre et bananes. En 1642, la traite négrière et l'esclavage sont légalisés dans les possessions françaises avant que l'esclavage ne soit réglementé par le Code noir, dont Colbert fut à l'initiative, faisant des êtres humains noirs des biens meubles appropriables, corvéables à merci, torturables à souhait. 2 siècles après son instauration, l'esclavage est fallacieusement aboli. D'une part, car il convient de parler d'une liberté parcellaire arrachée par les révoltes et les révolutions menées par les personnes réduites en esclavage au XVIIIe et au XIXe siècle. D'autre part, car les mesures législatives et réglementaires prises par les pouvoirs publics français ont organisé un régime de servage post-esclavagiste. La filière de la banane est présentée comme un élément fondamental de l'équilibre économique, social et environnemental de la Guadeloupe et de la Martinique. Près de 100% de la banane est destinée à l'exportation vers la France et l'Europe, un secteur qui concentre 10 000 emplois en Martinique et en Guadeloupe. Taux de chômage en Martinique, 15%. En France, 9%. Chez les jeunes, près de 36% en Martinique contre 21% en France. Sur les 22 000 hectares de surface agricole utile que compte la Martinique, 6 000 sont occupés par la banane, 4 000 par la canne à sucre et seulement 3 000 par les cultures maraîchères. 40% des terres agricoles martiniquaises seraient contaminées par le chlordécone, un pesticide organochloré officiellement utilisé de 1972 à 1993, mais jusqu'en 2002 selon le rapport de la commission d'enquête parlementaire présidée par Serge Letchimy. La structure en cage de cette molécule, majoritairement enfermée par des atomes de chlore, utilisée pour lutter contre le charançon du bananier, est ultra persistante puisque nos sols, nos cours d'eau, nos eaux côtières en sont contaminés pour encore 700 ans. 92% des Martiniquais et des Martiniquaises et 95% des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes sont aujourd'hui empoisonnés par ce pesticide cancérigène, reprotoxique et neurotoxique du fait des béquets de l'État français. Si la construction de ce problème de santé publique de taille par le politique tend à invisibiliser la litanie de produits phytosanitaires employés dans les bananeraies, il faut rappeler que de 1960 à nos jours, plus d'une 60aine de substances actives ont été appliquées dans celles-ci. Un rapport de l'Observatoire national de l'eau en Martinique a révélé qu'en 2017, 49 produits phytosanitaires ont été détectés dans les cours d'eau. Sur les 46 ayant été quantifiés, 23 étaient interdits à la vente. Les béquets occupent une position hégémonique au sein de l'économie martiniquaise. Si Bernard Ayotte n'est pas un maître esclavagiste, il est le maître de la Martinique.
Son groupe Bernard Ayotte a enregistré un chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros pour l'année 2019. La fortune de la famille Ayotte est aujourd'hui estimée à 300 millions d'euros. Éric Delucy, un béquet, l'un des directeurs généraux du groupe Bernard Ayotte, est également président de l'UGP-BAN, qui est l'union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique. En Martinique, la filière a été réorganisée en une seule organisation de producteurs, Banamart, dont le président est, là encore, un béquet, Nicolas Marot-Desgrottes. La caste béquet est une grande famille et chez les béquets, on travaille en famille. Entre 2000 et 2020, le nombre de producteurs de bananes a chuté de 50%. La raison ? La concentration des terres. Seulement 15% des planteurs, les béquets, détiennent 80% des plantations. La façon dont a été construit le discours historique vise à discréditer toute forme de lutte contre la République, qui a bien voulu accorder aux Martiniquais et Martiniquaises une citoyenneté au rabais, bien différente de celle dont jouissent les béquets, laquelle est augmentée et seigneuriale. La France est le seul pays à rétablir l'esclavage après qu'il ait été aboli une première fois, au prix du sang, des larmes et des luttes. Et pourtant, ce pays colonial continue de nous bercer de son discours de sauveur universel. À l'école, j'ai pas appris l'histoire de mon pays, donc j'ai appris l'histoire de la France, celle que vraiment j'ai l'impression que mon identité a été, je dirais pas diluée, mais qu'elle a été mise de côté. Et moi, je considère ça comme de l'oppression. Le moule que l'éducation française applique en France, ils veulent l'appliquer aussi en Martinique, alors qu'on a nos spécificités historiques qui n'ont justement pas du tout les mêmes bases et qui n'ont pas le même vécu historique que ce que la France a vécu. Quand on parle de la première abolition, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi ? Pour nous, Martiniquais, c'est un chiffon de papier. Ils ont signé leur papier, ils ont décrété leur truc en France, là. Mes arrière-grands-parents étaient esclaves avant, ils sont restés esclaves encore jusqu'en 1848. Il faudrait parler de toute la répression qui a eu lieu après 1848. L'instauration de passeports, comme en Afrique du Sud par la suite. C'est-à-dire que pour se déplacer de Rivière-Pilote au Marin, il fallait un livret, on était contrôlé. Si on te contrôlait que tu n'étais pas à jour, tu n'avais pas travaillé, tu étais considéré comme vagabondage. Et tu devais effectuer des heures de travail gratuits, soit dans des ateliers gouvernementaux, soit chez un béquet. C'était une forme d'esclavage. Mais tout ça, c'est ce que d'autres appellent le vol de l'histoire, c'est-à-dire qu'on nous vole notre histoire et on nous apprend l'histoire des chasseurs. Je me suis intéressée à l'histoire du coup de mon pays. En prenant conscience du passé, j'ai pris conscience du présent. C'est de par ce passé esclavagiste que j'étais aujourd'hui, plusieurs siècles après, confrontés en fait à ces difficultés. Et que les responsables en fait étaient les descendants de ces mêmes familles, que c'était toujours la même lignée. En 2001, il y a cette loi qui a été notamment mise en avant par Christiane Taubira qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Donc si l'Assemblée nationale où a été votée cette loi ne voit pas une incohérence à passer une loi où on reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité, tout en arborant devant sa porte d'entrée la figure de Colbert. Là, on dit, en fait, on comprend que la reconnaissance de l'esclavage comme crime de l'humanité, ou la reconnaissance d'une histoire coloniale, n'est valable qu'à la condition qu'elle ne pousse pas à faire un changement. Donc ça devient des paroles, mais sans véritablement conséquence. Et on a vu aussi que dans cette loi, le quatrième article, qui était celui de la réparation, a été mis de côté. Donc dès lors qu'il s'agit de donner des belles paroles, c'est bien, mais dès lors que ces paroles doivent se manifester par des changements concrets. En invisibilisant l'histoire de l'esclavage, on a aussi invisibilisé l'histoire des résistances à l'esclavage, dont pourtant la République française pourrait aussi s'inspirer en fait. Plutôt que de dire non, on pourrait faire des marrons, des héros. On voit le mouvement Black Lives Matter qui s'est un peu mondialisé après l'assassinat de George Floyd. On a vu ces mouvements en Martinique, en Afrique, en Angleterre, aux États-Unis, qui consistent finalement à repenser l'imaginaire public. Ce sont un ensemble de militants qui demandent à ce que finalement l'imaginaire ne soit pas saturé de personnes qui ont massacré leurs ancêtres ou qui ont signé l'encadrement de leur mise en esclavage, comme la statue de Colbert. Donc un ensemble de mouvements extrêmement forts, extrêmement intéressants, et qui portent finalement une autre idée de la société. Une idée peut-être plus inclusive, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'au plus haut niveau de l'État, en France, on a une fin de non-recevoir. C'est-à-dire un refus de débattre. Alors, déchoquer les statuts de personnages
raciste et esclavagiste, ben pour moi c'est un peu comme un pétition. C'est un peu comme une libération justement, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où de par l'éducation, de par la propagande, de par le système néocolonial dans lequel on est engrené depuis après l'abolition de l'esclavage et tout, ben on est dans une acceptation de l'inacceptable. C'est en 1958 que débute la production du Kepon, une spécialité à base de chlordécone aux États-Unis. 6 ans plus tard, ce pesticide est testé, à titre expérimental au Cameroun, avant qu'en 1968, les premiers essais soient menés en Martinique et en Guadeloupe. La toxicité au-delà de celle de sa cible, on vous rappelle que c'est le charançon noir du bananier, entre autres, en fait, elle est connue depuis le début des années 60. Déjà à l'époque, on avait identifié un potentiel de toxicité pour la reproduction et aussi déjà les premiers signes d'un potentiel cancérogène. En 1972, la Commission interministérielle de l'emploi des toxiques en agriculture délivre une autorisation provisoire d'1 an pour le Kepon, tout en précisant dans son compte-rendu: ce produit avait déjà été présenté à la Commission en 1968, qu'il avait refoulé à cause de sa grande persistance et de sa forte toxicité chronique. Si en 1972, les ouvriers et ouvrières agricoles réclament l'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires qu'ils et elles devaient épandre à main nue, c'est en 1974 qu'ils et elles entament l'une des grèves les plus importantes de l'histoire sociale de la Martinique. La même année, une nouvelle autorisation provisoire de vente est délivrée pour les spécialités à base de chlordécone. En 1977, la production, la vente et la distribution du chlordécone sont interdites aux États-Unis en raison de sa grande toxicité pour l'humain et pour l'environnement. 2 ans plus tard, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, le classera comme cancérigène probable. En 1981, malgré l'ensemble des connaissances scientifiques, les recommandations des institutions internationales et les alertes des différents rapports, le chlordécone est commercialisé en France sous le nom de Curlone à la demande de la société Lagarigue, présidée par Yves Ayotte. En 1990, la commercialisation et l'utilisation du chlordécone sont interdites en France hexagonale. En raison d'un lobbying important exercé par les béquets et certains élus locaux, son usage reste autorisé en Martinique et en Guadeloupe. En 1992, puis en 1993, le ministère de l'Agriculture délivre 2 dérogations. La première pour l'utilisation du chlordécone, la seconde pour l'écoulement des stocks et, in fine, son utilisation. Ces 2 actes sont totalement illégaux, tant sur la forme que sur le fond, toujours pris au profit de la société béquet Lagarigue. Nous sommes le fruit de tout cet environnement de nos prédécesseurs pendant des générations et des générations. Le chlordécone ajoute à cette surincidence un facteur. Dans l'état actuel, on sait que cette exposition est de nature à entraîner des surrisques. Cancer de la prostate, prématurité et des signaux forts, mais qu'on ne peut pas traduire en termes de maladie proprement dite, mais n'importe, sur le neurodéveloppement des enfants et leur développement staturo-pondéral. En 2006, une plainte a été déposée par des associations guadeloupéennes et martiniquaises pour mise en danger de la vie d'autrui et administration de substances nuisibles. 14 ans plus tard, la plainte est toujours à l'instruction au pôle santé du tribunal judiciaire de Paris. Des pièces auraient mystérieusement disparu du dossier et la plainte risquerait d'être sanctionnée par un non-lieu en raison de la prescription des faits poursuivis. Pourtant, 2 procès-verbaux de la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, mettent en lumière qu'en 2005 et en 2006, au total, 8 tonnes de chlordécone ont été retrouvées en Guadeloupe. Si j'ai un truc à dire, je te l'écris. Bonjour Marie-Christine Duval, actuellement indisponible. N'hésitez pas à me laisser un message. Merci. À bientôt.
Les médecins scolaires, puisque j'étais médecin scolaire à l'époque, on a fait une étude exhaustive de tous les enfants. On est sûr qu'il y a des troubles de la puberté. La petite fille des pubertés précoces, on en est sûr. On a des chiffres. Puberté précoce, des règles à 9 ans, des seins qui poussent à... Bon. Et les petits garçons, des petites malformations génitales aussi. Mais ça remonte déjà à 25 ans. Et ces travaux-là, ils n'ont pas été utilisés après, d'après moi. Mais moi, j'habite dans un champ de bananes depuis 33 ans. Donc, il y avait tous les épandages aériens, ça tombait sur moi comme tout le monde. D'ailleurs, ma fille commence à avoir même peur. Elle a été élevée ici, elle commence à flipper un peu. Hein. Ah bah là, très clairement, on voit qu'il y a du glyphosate qui a été épandu au pied des bananiers pour les désherber. Il y a plein de petites granules blanches. Et on est à 15 mètres de l'habitation de chez Anne-Marie. Moi-même, qui vis ici depuis 30 ans, j'ai un magnifique cancer du poumon. Et je fume pas, hein, c'est pas ça. Le chirurgien qui m'a opéré est formel. Hein. Peut-être pas le chlordécone, parce qu'on n'a pas encore vraiment identifié. Mais de toute façon, il y a tellement de produits chimiques dans l'agriculture. Et comment est-ce que ça se passait, les épandages aériens? Eh ben, les avions, un ras des trucs qui passaient, on les entendait. Et personne n'a jamais rien dit à cette époque-là. Alors il y a ça, et puis il y a tous les gens qui travaillent à terre. Par mes connaissances, nous n'en avions pas conscience que c'était dangereux. Donc, parce que personne ne savait qu'il y avait un danger à recevoir ce produit. Donc, étant enfant, on jouait dehors, on entendait l'hélicoptère, on était entre guillemets presque content d'entendre l'hélicoptère passer tout près, etc. Donc, on n'était pas au fait de la dangerosité de la chose. Donc, on ne se protégeait pas plus que ça. C'est par rapport à eux, c'est moi à opérer parce que j'étais très bien. C'est depuis que je travaille dans le hangar, on m'a envoyé au champ. C'est au champ que je suis tombée quand ça s'est passé. Et c'est par rapport à ça que j'ai été opérée à la maintenant. On m'a mis... comment on dit ça, quoi? Un pacemaker? Ouais, pacemaker. Et je suis sur traitement à vie. Quand le médecin travail est venu, il m'a consulté. Il m'a dit, Madame Soana, vous avez un problème au cœur, il ne faut pas rester là, il faut aller à l'hôpital, il faut rentrer pour opérer et de suite. E oui. Est-ce une protection? Non, pas côté ni en temps, c'est quand mettre ça sans gants, sans rien. Et puis là, on te quand ni voyez bagarre aller sans ça. Pour côté ni protection. Et tu savais ce que c'était? Tu savais que c'était dangereux? Non, c'est pas, nous pas ça, puisque je veux rentrer au aller. Tu as besoin de nourrir ou ça ou pas ou quoi il fait. Mais pas plus ça. L'endométriose que j'ai se traduit par des douleurs atroces, donc beaucoup plus importantes au moment des règles. C'est vrai, on va dire qu'elles sont violentes, souvent hospitalisées à cause de ça, mais ce sont des douleurs au quotidien, des douleurs chroniques au quotidien, des vertiges, des maux de tête, des nausées. J'ai grandi à côté d'une exploitation de bananes. Donc, j'en ai pris conscience que très tardivement, mais je pense que c'est dû aux perturbateurs endocriniens, notamment au chlordécone. Je me souviens, quand je voulais pas aller au champ, quand on me disait d'emmener mes enfants, si je peux pas aller d'emmener mes enfants pour avancer l'engrais, leur produit pour moi. Et puis comme ça, j'allais travailler. Elle m'a dit non. Moi, je prends, je m'emmène en bas banane. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le responsable, c'est le patron, le béquet. Aïe. Mais oui.
c'est pour moi travailler. Moi, fais tout le temps travail. Moi, prends retraite. Moi, c'est bailler mon travail. Ah oui. Et si moi viens opérer, moi, je dis c'est pour tout ça, puisque sans banane, non, m'a tombé. Sans banane, m'a tombé, et puis, voilà. L'eau poison, l'eau poison, tout le monde, mes anti-jeunes fini, moi, là, m'a travaillé bien. Quand on n'a pas ni bien longtemps, il y a 2 semaines, il y a un cancer, il mort. Et doit. Ah ouais. Et selon toi, ça serait à qui de dépolluer les terres, par exemple? Ah ben, aux responsables, à ceux qui l'ont pollué, évidemment, avec la complicité de l'État. Il n'y a pas de doute là-dessus. À mon avis, c'est un crime, ça s'appelle un crime. La réparation, déjà, faire exploser le scandale. Et que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités, quand même, c'est pas possible. Actuellement indisponible, n'hésitez pas à me laisser un message. Merci. À bientôt. Au revoir. Coucou la propagande. Alors les petits vers de terre. Après 20 ans de bonnes pratiques agricoles, lutte biologique, plantes de couverture, jachère, nos bananeraies constituent aujourd'hui un refuge pour la biodiversité. Plus de 200 insectes différents, près de 200 vers de terre au mètre carré. Attention. Les efforts de 600 producteurs indépendants et de leurs 6000 salariés portent leurs fruits. Lol. Nous pouvons être fiers de notre patrimoine naturel, bananes de Guadeloupe et de Martinique, avec bien évidemment une belle petite campagne de greenwashing comme on aime. Protégée par sa peau, la banane est un fruit sain et ils adorent ça. La banane, oui, la banane, madame, tu l'appelles essument. La banane a le goût des tropiques. La banane, un amour de régime. La banane, la forme. Fier de consommer la banane la plus vertueuse au monde. Il y a trop de gens. Il y a trop de gens qui ont des cancers. On a tous dans notre famille, dans nos amis, des gens qui sont morts de cancer. J'en ai. Là, je ne te l'ai pas dit, j'ai une nièce qui vient de mourir là, il y a peu de temps. Il y a peu de temps, on l'a enterrée mercredi dernier. OK ? Et je dis ça, bon voilà, elle est morte de cancer. Elle est morte de cancer, plusieurs cancers. Voilà. Ma mère, il y a 3 ans, est morte d'un cancer. Voilà, c'est... Non, on a tous... moi, voilà, j'ai des belles-sœurs. J'ai une belle-sœur qui est morte de cancer. Parce qu'on boit tous de l'eau chlordéconée, on boit tous des pesticides, on boit tous des poisons. Et il n'y a qu'à voir le nombre de taux de cancer en Martinique. Dans ma famille, j'en ai eu plusieurs. J'ai des personnes décédées du cancer. Quand mon père aussi il a fait les tests sanguins, il en a. Donc c'est indubitable qu'on est empoisonné. Donc ça c'est dans la chair, mais il y a également au point de vue de psychologique, en fait, de l'esprit même, du mental. En échangeant avec des gens suite à cette conscientisation, je me rends compte, en fait, je vois le déni avec du recul, en fait, d'un point de vue extérieur. Alors qu'avant j'étais dedans, je disais oui, le monde est, on s'aime tous, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas de béquet, de martiniquais, le vivre ensemble, comme on dit si bien. Mais le vivre ensemble, en fait, il n'est que dans un seul sens. De la même manière que moi, j'ai pris conscience de ça et ça m'a permis de me libérer, en fait, de ces chaînes qui sont là depuis l'esclavage, en fait, au point de vue, je parle... Est-ce qu'on peut dire empirique, tu vois, ces chaînes qui sont là depuis toujours, mais en fait, j'aimerais aussi que tous les gens autour de moi en soient libérés. Donc déjà parce que mentalement, c'est de l'aliénation, mais aussi parce que physiquement, on en meurt.
Mais pour ça, il faut une éducation du peuple sérieuse, parce que nous sommes en danger. Il y a 92% d'après une enquête. Mais moi, je pense qu'il peut y avoir plus. En Guadeloupe, ils sont 96%. Quand même, qui ont du chlordécone dans le sang. Donc, je pense qu'il faut que le peuple boycotte les produits qui sont importés par ces personnes qui ont profité du chlordécone et qui, après avoir tué le sol, sont en train de continuer à profiter, à nous donner à consommer des produits importés dont on n'a même pas la traçabilité. Les fruits qui sont vendus en grande surface, les LMR, c'est encore on nous cache encore des choses. Pourquoi notre corps devrait supporter en plus? Non, on n'a pas à avoir un taux estimable. Non, moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de pouvoir manger mes légumes, mes fruits, où il n'y a rien. C'est tout. On me dit, il n'y a rien. Je ne suis pas obligée de dire, ah non, celui-là, il y a le taux, vous pouvez encore l'assimiler. Mais on en a déjà tellement. Trop, c'est trop. Ce qui s'est passé avec le chlordécone, c'est qu'une poignée de personnes, elles ne sont pas beaucoup, producteurs agricoles, certains ministres de l'Agriculture, etc., ont décidé ce qu'il y a dans votre sang, dans votre corps. Et c'est pour ça qu'il ne suffit pas uniquement de réparer, d'avoir justice, il faut aussi repenser les manières dont on habite ensemble, repenser cette question de démocratie environnementale. Et qu'il est normal, à mon avis, que tous les Martiniquais guadeloupéens puissent avoir accès aux informations, aux pesticides qui sont utilisés dans toutes les parcelles. À partir du moment où ce qui est mis dans le champ va finir dans mon sang, j'ai le droit de savoir ce qu'il y a dans le champ, même si je ne suis pas propriétaire de ce champ-là. J'ai été sollicitée par la SOPAMAR pour déposer plainte. Pour empoisonnement. Et ce n'est pas de génocide. J'avais choisi le terme génocide, mais c'était surtout non-assistance à personne en danger. Parce qu'il me semble que, compte tenu du contexte, de ce que tout un chacun savait, et notamment ce que savait l'État, les représentants de l'État, mais aussi les responsables bananiers, les planteurs bananiers, qu'il y avait un cas de génocide du peuple martiniquais et guadeloupéen aussi d'ailleurs. Les groupements bananiers, qui sont pourtant visés dans ma plainte, puisque je vise les planteurs qui ont utilisé le chlordécone, eh bien ils se sont constitués partie civile. Et donc ils ont effectivement accès au dossier, etc. Le sujet que nous avons traité, sur lequel je me suis engagé, c'est celui de l'exposition en tant que travailleur à l'utilisation de la chlordécone pour produire. Ce n'est pas celui qui consiste à ingérer de la chlordécone dans un produit issu de l'agriculture ou de l'élevage, parce qu'on vit sur le territoire. C'est différent. C'est une décision retentissante. Jamais les parties civiles n'auraient imaginé cette issue vers un non-lieu. C'est bien le point final qui serait donné au dossier chlordécone par les magistrats. Faute de preuves, l'instruction n'a pas évolué. Aujourd'hui, les délais de prescription seraient dépassés. 14 ans qu'ils attendaient cela, être enfin entendus par les juges d'instruction dans l'affaire du chlordécone. Il n'y aura pas de condamnation. On a identifié des responsables, mais on se heurte à une question de prescription, d'après ce que je comprends. Les juges sous-entendent que les plaintes auraient été déposées trop tard, après la commission des faits. Ce que les parties civiles contestent fermement. En 2006, en Guadeloupe, on a retrouvé 6,5 tonnes de chlordécone et on a retrouvé en 2005 1,5 tonne de chlordécone dans un hangar à bananes. Donc, si on prend en compte ces deux rapports de la DGCCRF, effectivement, nous pouvons contester valablement la prescription qui est évoquée et qui, effectivement, nous amène vers un non-lieu. Prochaine étape, pour les parties civiles, contester la prescription auprès de la chambre d'accusation. Et en cas de non-lieu, l'affaire ira jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qu'ils font là, c'est la porte ouverte à toutes sortes de débordements parce qu'on nous refuse justice. J'ai l'impression qu'il y a un véritable déni de justice là. Aucune entité morale ou physique ou personne n'a eu à rendre des comptes de cette contamination généralisée de plus de millions de personnes. Et je pense qu'il y a une volonté des pouvoirs français. Je n'exclus pas les autorités judiciaires du pouvoir, c'est un pouvoir. Et le pouvoir politique essaye de prendre le relais parce qu'en fait, le pouvoir judiciaire est embêté avec ce dossier qui met en cause des gens haut placés, qui met en cause des gens qui ont pignon sur rue et qui voudraient bien toucher l'affaire. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a quelque part, de la part du gouvernement français, une volonté de reprendre le dossier afin de protéger un certain nombre de personnes. On voit que dès lors qu'il y a quelques militants qui, avec courage, vont dénoncer cet État, que tout de suite, la justice va s'abattre sur eux en disant « vous faites un ordre, vous troublez l'ordre public ». Qu'en est-il du trouble à la santé publique ? Et dès lors que cet État peut perdurer comme ça traduit quelque chose de beaucoup plus grave,
cela traduit finalement le non-respect d'une dignité de ceux qui habitent ces terres, qui se trouvent être issus, encore une fois, de la colonisation de l'esclavage. Tous ceux qui sont dans le déni, ils peuvent aussi prendre conscience de ça. Donc, de la même manière que j'ai rencontré des gens avec qui j'ai échangé, qui m'ont fait prendre conscience de ça, je me suis dit, si je fais pareil, en fait, ça va faire de plus en plus de personnes conscientisées. Et ce sera donc la possibilité de nous aussi de jouir de notre île. Regarde-moi, je suis les fleurs de canne des Antilles et l'arrogance de tes ancêtres de la Syrie à Tahiti. Regarde-moi, je suis les silences mesurés, ce qui toujours n'apparaît pas dans ton journal télévisé. Je suis le scandale du Bémitan, le LKP, les contaminés du chlordécone. Je suis le ventre des femmes que tu as de force avortée. Je suis le sang qui a coulé au creux de ta prospérité. Je suis l'anomalie, l'éléphant dans la pièce dont on détourne le regard, car ce qu'on y voit est grotesque. Mais quand le jour où j'aurai ici ma place, non pas comme tu l'as décidé, mais comme je me dans la glace. Je vais arrêter même si c'est pas le même numéro. Je sais pas, puis on essaie de me mettre sinon. Ça l'a dit au pire, mais... Bonjour Marie-Christine Duval, actuellement indisponible. Quand on est lundi, ou quand on peut lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi jusqu'à samedi. Et samedi, c'était là La paye. On fait fiche là, quoi. Oui. Ouais, et est-ce que tu peux expliquer le système des habitations qui faisait qu'à la fin de la semaine, vous n'aviez plus d'argent, justement, avec la boutique du Béquet? Et là, on prend crédit dans l'argent carité, en boutique là. Là, on prend crédit, chaque jour, on prend crédit. Faut payer. Alors, yo même là, c'est eux qui ont compté. Yo te ka voler nous aussi, c'est eux qui ont compté, c'est eux qui n'y baillent dans la main. Et bien là, on vient, on a une fiche là, on n'a pas l'argent. Mais moi, connaître des hommes qui te travaillent, là, ils sont sortis là, ils ont une fiche là, ils n'ont rien. Là, ils sont sortis là, mais pas malheureux. Ils ont pas commission pour manger. Alors, c'est pourquoi, plus souvent que rarement, ils ont sorti sans l'argent à l'habitation. Maintenant qu'ils ont 8 ans, là, ils sont obligés de prendre crédit. Ils sont obligés de quitter cette maman là sans manger. Donc finalement, il y a des gens qui travaillaient et qui s'endettaient en Ouais. travaillant. Oui. Uniquement pour manger. Uniquement pour manger. Je travaille les bananes. Et puis, franchement. Tu as mis l'engrais en banane. Oui, il m'a dit qu'à mettre l'engrais en banane, mais il m'a dit qu'à chailler banane. Mais là, nous t'es qu'à chailler banane, il te mettre banane par 120 régimes bananes par jour. Quand vous te chailler pour tenir journée, 120 régimes. Le travail qui était plus difficile, c'est ça. Couper quand marre, quand tout bail. Parce que c'est. Vous pouvez couper pièce quand non, peut-être, là, vous pouvez déchiffrer l'eau quand avant de faire 20 000 quand. Je dis qu'à prendre 2 régimes bananes dans les têtes, moi. Et puis, je dis qu'à prendre un autre régime en la main, pour moi, aller plus vite, pour moi, faire 120 machins. Ouais, c'était l'esclavage. Même c'était un bail qui était raide, même pour te chailler les bananes comme ça, les vieux comme ça, ouais. Et puis, là où il va, ou quoi chailler 120 régimes bananes, après, il a augmenté, bah oui. Oui. Il a augmenté. Moi, il a chaillé à 150. Ah, il a augmenté, bah oui. À 150 régimes. Alors, mais pour même l'argent, pour même l'argent, il n'a pas augmenté l'argent, il n'a pas augmenté rien, mais il a chailler banane en plus, hein.
prouver que moi-même, pour moi, c'est travail, mais mon travail, pour mon pâté, ça, tous ces produits à yote nous mettez là, mon pâté, ça, c'était poison. Mais non seulement, yo pâté nous au début, yo pâté nous ni anti-mesure pour mesurer et mon cap là pour te voir en machin banane pour te machin, mais yo pâté nous ça. Alors, comme yo pâté nous, nous avons vidé et mon cap là dedans et anti-bassine nous tenir, et puis nous avons prendre la main nous prendre anti mesure là, et puis nous avons vrai, nous avons poisonné comme nous, ça nous pas ça. Mais là, nous sortis là. Est-ce que vous aviez des protections à l'époque? Quelle protection? Rien comme protection. Absolument rien. Rien. Mais on ne savait même pas que c'était du poison. Mais on travaillait. On ne savait pas. Alors, mon copain ça qui est normal. Puisque, comme l'engrais. Pas mettre l'engrais. Mais ils savent que c'est un poison, mais nous même pas, ça n'a quitté le travail là. Mais là, moi, c'est en peine pour moi bouger tête. Moi, j'étais qu'à souffrir, puis tête. Moi, aller dans 6 semaines, moi, aller 3-4 fois. Ah ouais, docteur. Parce que là, moi, venir m'enceinte. C'est pas au premier travail, c'est au dernier. C'est le dernier. Là, moi, venir enceinte. Moi, j'étais qu'à mettre produit toujours. Là, moi, venir pour moi faire machin, et consultation et grossesse. Chaque léa, puisque faut pas ni en consultation grossesse ça fait. Chaque léa va nous mais vous êtes à risque, madame. Elle dit mais qui m'a dit, moi fait tous les 3 chamailles moins devant, tous les 4 chamailles moins devant. Actuellement il dit moi à risque, moi pas comprendre rien. Moi même mentir moi aussi. Moi même mentir moi et puis tous ces poisons t'as mentir moi. C'est vraiment ni ouais, vous prendre chamaille là. Et puis, jusqu'à temps, là, il était 9 ans et opéré du cœur. Mais par rapport à produit à monter métier. Et puis, moi-même, pas ça. Alors, moi, poisonné, tu m'as poisonné, tout ça. Et même douleur, moi, qui souffert là, actuellement, là, il y a toutes ces douleurs. Et puis, là, pour moi, aller pour retraite, moi, comprendre mon travail, moi, quand je retraite, moi, savent mon travail, moi, quand je retraite. Là, moi, aller. Yo ka di moi comme ça comme quoi que yo pas ka moi en les machin. Yo pas porter moi et machin. Pour moi il pas te déclarer, c'était Betty qui t'a mené bagay li. Donc il pas te déclarer parce que nous te pour travailler et puis travail ba yo si nous pas content, nous ka quitter travail là, yo ka courir nous. C'est comme ça que tu faire nous hein. Il dit mais madame, vous savez, c'est pas vous seul hein. C'est pas vous seul hein. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la même chose que vous. Hein. Ce n'est pas vous seul, madame. Alors, je vous dis bon courage. C'est ça, madame l'a dit, moi, bon courage. Tout ça travail. Moi, poisonné, moi, toute qualité, bon courage actuellement pour moi. Et puis, il vient, il dit, moi, comme ça, madame, si vous voulez qu'on vous donne une retraite, ce que vous allez faire, vous allez hypothéquer votre maison. Moi, je dis, madame, je vais hypothéquer ma maison. Il dit, moi, oui. Si vous voulez qu'on vous donne une retraite, vous allez hypothéquer votre maison. J'ai dit non, madame. Je ne vais pas hypothéquer ma maison. Je sais que j'ai travaillé. Et puis il dit, madame, on va faire quelque chose pour vous. Et puis il me donne que 200 € par mois. Comme autre. 200 € par mois. Après 45 ans de travail. Oui. Ouais. Alors là, ça m'a récolté, travail et puis maladie. Mais personnellement, comme j'étais enseignant, j'ai eu à étudier la situation des enfants des ouvriers agricoles, plus particulièrement parce que j'ai travaillé dans des zones rurales essentiellement. Il faut savoir que les enfants de 10 ans, 12 ans allaient dans les champs avec leurs parents pour travailler, pour porter des plants, pour ramasser les charançons qui avaient été tués par les produits toxiques, pour faire les travaux. Donc, évidemment, ils ne pouvaient pas travailler en classe. Et puis, certains enseignants de leur hauteur disaient « Ah, ils fainéants, ils ne font rien, ils dorment en classe, et ça, etc. » Donc, ils vivaient dans des conditions infrahumaines, sans eau, sans lumière pour apprendre leurs leçons. Mais en plus, ils travaillaient, enfants, esclaves, jusqu'en 1974. Jusqu'en 1974, c'était des enfants esclaves. C'est plein de mamans qui étaient venus à maman, coup de main. Pour faire journée. Pour faire journée.
Yo ka vini mettre et délaisser l'engrais, yo ka vini mettre, délaisser si c'est en canne maman, et sans canne yo ka vini pour aider maman, yo ka voisin ma maman yo. Ah ouais, plein de maman rien. On donnait des tâches exagérées aux parents. Bon, maintenant, il est chaud pour faire. On a même vu des gens, des patrons dire à une ouvrière qui était tombée malade à cause des poisons et qu'on emmenait en hôpital, voyez, il chou fait à chou. Donc c'est ça la situation des ouvriers agricoles. Il y a plus de travail pour nous faire au journée. Donc c'était en forme d'esclavage moderne finalement. C'était moderne, mais c'était un esclavage. Et oui, mais nous, nous avons qu'à jouer puis l'argent nous. Nous pas qu'à l'argent pour nous, pas nous. Les venus pour nous travailler, ils ont nous 2 jours, ils ont sauté l'autre 2 jours, pas nous. Ah, bébé, tu as assemblé nous, ça qui parle, qui a couvert, ça qui a babillé, qui a couvert, pas nous travail pour eux. Et puis, ils ont couillonné nous. Alors, nous sommes obligés de faire grève. Pour te payer nous. Puis, mais ces BTA même t'es mécontent. Là où tu allé pour te travailler, il n'y a pas de cabas au travail encore, puisque ils savent où tu es en grève là. Il n'y a pas de cabas au travail. Tout pas de me passer par le travail. Tu vas avoir un travail. Mon gréviste, mon premier gréviste, tu vas avoir un travail. Il a suffi donc de à peu près 2 ans de travail dans la campagne et à être présent tous les jours, hein, du lundi au lundi. Et c'était la conviction qu'on pouvait transformer la réalité. Et c'est encore cette conviction qui m'anime. Il n'y avait pas seulement la lutte syndicale, mais il y avait aussi le domaine de l'action sociale, accompagner les ouvriers dans leur démarche. Et l'alphabétisation était nécessaire aussi pour qu'ils comprennent leurs fiches de salaire, et lire, écrire, et accompagner leurs enfants dans leurs études. On faisait aussi des regroupements de la population au niveau culturel. On faisait aussi des coups de main, parce que dans tous ces quartiers populaires, les maisons étaient faites de briques et de blocs. Il y avait une organisation dans le quartier de solidarité et après 2 ans de pratique qui était extraordinaire. Nous avions un principe qui était de s'unir au peuple pour unir le peuple. Parce que c'est vrai, il y avait beaucoup de désunion. Ce qui a mis en place une liaison avec les masses ouvrières et paysannes très, très, très importante, où ils nous faisaient confiance. Ce qu'il y a de vraiment fondamental dans l'histoire du Gap, c'est un hasard historique, mais peut-être aussi le fait que notre philosophie était sincèrement au service du peuple, c'est que des gens nous abordent pour nous dire qu'il y a une expropriation de tout un quartier qui est en train de se réaliser au Robert, où l'usine veut reprendre ses terres pour des projets quelconques. Et donc nous montons là, nous commençons à faire une enquête pour essayer de constituer un comité de résistance contre cette expulsion. Sauf que nous allons chez une ouvrière agricole, et donc qui nous dit, cette dame, si vous voulez vraiment aider votre pays, sortez-nous de l'esclavage de la banane. Et on fait un bilan de notre première période militante. Et on dit, nous nous trompons. C'est pas ça la révolution. C'est pas notre courage, c'est pas des actions minoritaires spectaculaires. C'est la possibilité que les gens réellement s'organisent pour défendre des revendications globales. Et bien, petit Kaila, premier petit Kaila, bon, je suis là. La dernière maçon, nous tous ces temps, les maçons, nous de quartier, pour nous parler, pour nous prendre des types d'hommes. C'est bien organisé, hein? C'est bien organisé. Ici, il y a un petit comité bien organisé. Et on a décidé de faire une enquête sur toute la Martinique, dans les 168 plantations que comptait l'agriculture des bananeraies à cette période-là. Vraiment partout, et c'était 24 sur 24, tous les jours sans exception. Et là, on a
élaboré un programme de revendication et on a commencé à faire de la formation politique, théorique pour des comités ouvriers sur les habitations. Arrive une grève menée par une section de la CGT au Lorrain qui était accompagnée par une autre organisation qui s'appelait Groupe Septembre 70. Donc les militants de cette organisation viennent nous voir et nous disent « Bon, nous savons que vous faites un travail dans l'agriculture. Est-ce que vous souhaitez qu'on se rencontre et qu'on organise une grève plus générale ?» Alors, certains d'entre vous connaissent l'endroit où cette décision a été prise. C'était une petite maison fibrociment autour d'un lampion, puisqu'il n'y avait pas ni électricité ni eau à l'époque chez les ouvriers agricoles. Et nous décidons de lancer la grève de février 1974. On est parti, mais quand on est parti faire la grève, moi je suis parti avec eux. Puis c'est pendant mon arrivée ici, à m'entendre dire que ni la police qui allait, qui a tiré en les yo, ça a commencé, ça a continué, puis yo tué moun, yo tiré en les moun, yo fait, yo fait. Mais c'est un bail vraiment qui était vraiment fort parce que non seulement ça c'est mon envie, mais c'est tiré, yo ka tiré, vous savez. Yo pas arrêter garder qui ça pour qui ça pas ça qui mène mais c'est tiré ou pas tiré. C'est tuer ou tuer ces moun là. Mais il y a un autre jeune ouvrier qu'on a retrouvé sur la plage, soi-disant qu'il avait été noyé. Et je suis allé rencontrer un proche qui faisait de la photographie et nous sommes montés auprès de la plage. Donc on a fait des photos prouvant que ce jeune avait été torturé. Personnellement, j'ai vu que c'était un corps torturé qui était hors des lames de la mer. Aucune trace de violence n'a été relevée sur le cadavre de ce jeune homme. Nous sommes descendus développer immédiatement les photos et que nous avons commencé une tournée de toutes les plantations pour montrer aux gens les preuves de la torture. Et au fur et à mesure, les gens arrêtaient le travail, se regroupaient et ça a fait une manifestation monstre. On est descendu à la maison des syndicats. C'est de là tout le monde levé. Parce que personne n'a été cabrené. C'est grave là qui fait le monde lever. Oui, puis c'est là où ça veut tuer. Nous descendons à la maison des syndicats, alors c'est là l'école vient. Et nous travaillons à l'hôpital, tout ça vient et puis. Et de là, nous bien fait pour aider. Où on criait, songez l'Algérie, songez l'Indochine, Martinique, qu'a levé. Et le drapeau rouge et noir était bien placé. Pour moi-même, je constater que, pour les ouvriers, les ouvriers agricoles, je constater quand même ça mieux pour eux actuellement. On va constater ça mieux pour eux actuellement, parce que nous, c'est nous qui puissions faire dans ces baïtas. Avant 1974, premièrement, les ouvriers agricoles étaient insultés, méprisés. Les élus, c'était des rois, des féodaux qui faisaient n'importe quoi. Aujourd'hui, n'importe quel ouvrier agricole va se mettre devant un maire ou un élu pour dire « On ne peut pas faire rien, pas payer ». C'est-à-dire qu'ils ont retrouvé leur dignité. Économiquement, il y a eu un bond, parce que ces gens qui étaient semi-esclaves ont pu évoluer, mettre de l'eau, de l'électricité chez eux, construire en duo. Enfin, il y a des syndicats qui vraiment doubout, il y a vraiment aide pour épauler, machin. Mais nous, nous pas tenir ça. Nous pas tenir ça. Nous, c'est en profitation. Avant 1974, on ne jouait pas du tambour comme ça. C'était bagaille vieux-nègre, musique vieux-nègre. Aujourd'hui, le tambour a ses lettres de noblesse à l'église, à la télé, partout. À la période, on ne parlait pas créole. C'était mal élevé. Si vous osiez dire à une jeune fille, « Eh, moi, mais ouais, vous aviez perdu toutes vos chances d'avoir une idylle. Aujourd'hui, si vous ne parlez pas l'école, ou pas racine, ou pas épaissé. » Et tout ça, c'est un changement fondamental qui a été permis par le travail éducatif et militant de l'époque, par les conquêtes obtenues par les ouvriers agricoles, et donc par l'enthousiasme de tous ceux à un niveau ou à un autre qui ont pu participer à cette évolution. Depuis après grève, là, tout va ranger. Pas tout ranger correctement, mais c'est depuis après ça, on prend décision, on travaille, on va l'argent pour l'argent.
Et donc finalement, c'est la grève de février 74 qui a vraiment mis fin à l'esclavage, Ouais. qui normalement était censé être aboli depuis 1850. Voilà, exactement. Je me dis, un ouvrier agricole devait toucher, vu la pénibilité du travail, vu les aléas climatiques, que ce soit pluie ou soleil, nous sommes dessus. C'est pas s'il pleut, tu as le droit d'aller t'habiter, tu es obligé de rester dessus. Je pense qu'un ouvrier agricole devait toucher minimum 1500 €. Parce que plus bas, il survit, ça ne permet pas de vivre. Ils sont toujours endettés, puisque à 1200 € avec le SMIC, c'est vraiment pas un salaire décent. Et le pire, c'est à la retraite, c'est là qu'ils ont travaillé le plus, et ils touchent une maigre retraite de 600, 500, voire 400 €. Moi, je trouve que c'est une aberration. Après tant d'années de labeur, qu'on ouvrier puisse toucher 400, 500, voire les plus chanceux, 700 €. Des fois, moi, pas quand même envie de parler ça parce que je crois que c'est sensiblement sensible. C'est pas sensible, moi, pas quand envie de parler de ça puisque il y avait trop de souffrance, j'avais trop de souffrance, trop. C'en est trop. Jusqu'à maintenant, il y a rien de tête moi qui va pas sortir. Nous sommes à Bochette, une exploitation agricole sur laquelle on plante de la banane qui appartient à la famille Ayotte. Donc là, on va aller rencontrer des ouvriers agricoles, des membres de leur famille, des militants. À savoir Philippe Moutoussamy, Amédée, Manson Ranon, Elsa, Jean Abol et Yvon Sérénus. Bochette, c'est ici. Ça, c'est la carte de la pollution au chlordécone des terrains. La circonférence rouge ici, c'est les terrains parmi les plus pollués de la Martinique. En 1983, Bernard Ayotte, souhaitant construire un ranch à Bochette, engagea des hommes de main en vue d'expulser, par la force et les armes, ces ouvriers et ouvrières agricoles, lesquels organiseront la lutte pour jouir de leurs droits fondamentaux. Alors, l'habitation, pour les gens qui passent, c'est l'habitation. Alors, on y habite, on y était, et pour nous travailler à l'Antonio. Et ces travailleurs là, ils sont liés directement à l'habitation. En fait, c'est en forme d'esclavagisme moderne, très moderne. Aussi là, on toujours dit le béquet au centre. Et les esclavagisés à l'entour. C'est en misère. Pas de rien. Au début de l'eau, c'est en garde petit au dégalé. Tu mets dans cette bousille. Mais pas te connaître ici, la mairie pas te connaître, personne pas te connaître ici. Moi, je vais à Bochette, j'ai habité le matin avant, et puis je suis venu d'après. Ça, tout le monde a fait mon marché, je suis venu à Bochette. On a arrêté par derrière, et puis, je suis Jean, l'autre camarade, et Valère. Ici, on est dans la misère. Je suis venu parler, nous dire, assez plus on nous dit, tenir un syndicat, actuellement, ils changent notre travail. L'ITAM. Je dis, nous, bon, ici, on ne peut pas connaître le syndicat. Je dis, bon, c'est une organisation qui est créée pour aider les ouvriers. Alors là, il faut parler des Ayotte. C'est les Ayotte qui sont les propriétaires fonciers béquets les plus importants au niveau de la Martinique, mais au niveau de la France, en tant que propriétaire terrien. C'est là nous posons le problème, problème terre, parce que Béchat, il prend terre pour faire un complexe. Un complexe village, un grand village, et puis expulser ces gens de terre. Et indiquement, c'est que ça c'est pas normal, d'autant plus que c'est des gens qui vivent là, qui naissent là, qui naissent des centaines d'années que vivent là. Elle a commencé, le métier, c'est Bernard. C'est lui qui était pour faire ranch là, nous allons dire ça, un ranch était pour faire ici. Pas riche, mais il prend une bonne feuille, il mettait là, il prend une bonne feuille, il dit non, il faut que nous résistions, il faut que nous empêchions en fait. Il faut que Martinique, les gens qui ont les terres, habitation, les gens qui vivent, eh bien que yo,
ni moyen vivre en la rue. Et c'est pour ça que nous mettons en place comité justement pour défendre les habitats, les gens qui vivent en les territoires là. Et c'est Bouchette. Et c'est comme ça, bon, mais nous, en assemblée générale, nous faisons plusieurs réunions, puis le monde, pour être maman, et puis nous créons ça. Voilà. C'est un lutte qui était organisé d'une manière très militaire. Il ne faut pas nous perdre ça. Nous avons organisé de la manière militant et militaire. Là, vous venez mettre nous, nous avons mis de l'argent qu'on GP ouvrier agricole. Pas de gagner pour congé. Pour nous être bocaille, nous pas connaître ça de l'état. Il rappelle au congé, nous va travailler. Vous savez, ça t'est chaud. Et c'est à ce moment-là, il engagé des gens armés, il était 2500 francs par jour. Et à un moment, le préfet prend décision de faire ces gardes mobiles venir. Et puis c'est ici à nous pas ni CRS. Et là, ces gardes mobiles là venir. Et ces hommes armés, à un moment, ils étaient obligés, à un moment, reculer aussi. Et nous, en mi-temps. Nous, en mi-temps, mais là, ces hommes armés là, et puis nous, en mi-temps. Là, nous venons, nous disons, bon, monsieur a dit, bah, fait encore là, il était ça tombé. Et puis finalement, Jean-Michel Ayotte Point, qui a proposé ces mouvements, qui a vendu à 10 francs les mètres carrés, il me dit qu'il a vendu. Puisque il ne peut pas de rien, quoi. 10 francs, tant d'argent. Et bien, il me dit oui, puis nous mangeons quoi, non, faire réunion, c'est mon d'accord. C'est pour ça que les gens arrivent, ils ont acheté Bouchette. Ils ont planté, mais ils ont une titre de propriété gigantesque. Sa titre de propriété, on n'a aucune aide, rien du tout. Et même pour avoir de l'eau, de l'électricité, il faut avoir un titre de propriété. Et le pire, c'est qu'on paie des taxes foncières, des taxes des ordures ménagers, tout ce qui s'ensuit. Vu le nombre de... comment nos grands-parents et nos arrière-parents ont trimé, comme on dit, logiquement, on ne devait pas payer cette terre-là. Ça fait combien de générations que vous êtes parmi? Je pense, mes grands-parents, on doit avoir à peu près 5 générations, à peu près. Qui ont pu travailler en tant qu'ouvriers ou Voilà, voilà. Et c'est là où ouais, ni tout un genre de système qui mettait en place pour continuer et garder un bagage qui pas appartient à ces légalement. C'est en fait des formes d'expropriation que vous faites par l'intermédiaire de l'État français, qui c'est les vrais supports de l'État français Martinique. C'est BCA, c'est vraiment la transmission de l'État français. Le combat que nous menons, c'est qu'à remettre en cause le système là. Et c'est ça qui fait que le combat il prend en importance et en lutte frontale. Et puis, les béchés, et puis le système là. Mais ce qui est derrière là, petit bougla qui était là, petit Michel, qui a été, mais l'autre passé là, avant au côté autre en l'eau, ben sac vieux poubelle là dans dépôt, dans dépôt était arrêté, dans le champ dans dépôt était arrêté. Et puis, il criait moi, il dit moi m'aider. On peut mettre n'importe côté les autres les parents là, mais il parlait en bas là parce qu'elle n'est pas du toxique, tout qualité bail. Attends, chambre était arrêté, c'est là dans dépôt. Et puis ouais. C'est là où ils ont été faits. Au détenu par le peuple là, c'était là. Réunion, toute bagaille, l'école bagon, l'école bâtiment, les vacances qui fini, l'école qui est entrée, coupe de l'école. C'est pas seulement un combat pour le titre de propriété, mais c'est un combat de vie. C'est pour ça, à Grand-Cantia, nous devons organiser les timons mailles. Ça débelle, ça débelle. Ah, ici, à Modou, c'est le camarade là, ici, c'est Bouchette Baye,
Alors tout le montagne, tout quartier le montagne, en exemple. À un moment, on nous dit qu'il ne faut pas nous trapper échec là. Bouchette, il faut nous mener l'île là, envoyer l'île. Parce que l'île là, nous menait Bouchette là, sans l'île pour la population, mais c'était un vrai l'île de décolonisation. Il faut te faire sous les mots peut-être inadaptés, pour te faire un purge, on dit dans tête martiniquaise, pour te tirer virus, béché en tête. Si les ouvriers et ouvrières agricoles sont parvenus, à force de combats qu'ils et elles ont payé de leur vie, à s'extraire de l'esclavage, le sort qui leur est imposé n'en reste pas moins inhumain. Maladies chroniques dont ils et elles décèdent souvent, salaires et retraites leur permettant à peine de survivre, absence de titre de propriété, vie reclus sur ou aux abords des plantations de leurs patrons blancs créoles, indifférence étatique et marginalisation sont le lot quotidien dont ils et elles n'ont jamais cessé de tenter de s'extirper. Allô, oui? Oui, monsieur Bouquet, vous avez essayé de m'appeler. Oui, j'ai eu votre message hier. On serait vraiment intéressé à l'idée de pouvoir rencontrer monsieur Moreau des Grottes, du coup. Ah oui, bien sûr, mais monsieur Moreau des Grottes, excusez-moi, j'aurais dû commencer par là. Il n'est pas là, en fait, il est hors du département. Ah, mais à ce moment-là, ça serait possible de faire une interview téléphonique avec lui? Une interview téléphonique? Ah non, je pense pas, non. Et dites-moi au niveau du producteur Daniel Douvet, alors Daniel Douvet, vous avez expliqué que c'était un producteur de bananes équitables, en fait, un banane durable, banane équitable, donc qui montre justement ce que vous souhaitez montrer dans votre reportage, à savoir les efforts de la filière et la production durable. Bien sûr. Qu'il va vous montrer dans son exploitation, bon, je pense que ça va vous intéresser, mais il remet la terre et il monte les vers de terre. Bon, ça se passe bien au tournage? Oui, sinon tout va bien, on recueille les informations qui nous vont bien. Bon, bah parfait. Donc je reviens vers vous là. Merci beaucoup. Au revoir. Mais attends, oui, pour vous montrer les vers de terre, ça vous fait pas penser à la propagande pro-banane que je vous ai montrée il y a peu? Ce point-là. Donc à partir du moment où on se renseigne et on s'informe, il y a une conscientisation qui est faite. Et après la conscientisation, c'est l'action. On ne peut pas simplement savoir et vivre avec. On ne peut pas vivre avec l'inacceptable. L'État doit prendre sa part de responsabilité dans cette pollution et doit avancer dans le chemin de la réparation. Les déclarations de le président de la République, elles ont eu lieu, vous l'avez dit, l'année dernière. Depuis, il ne s'est pas passé grand-chose, il faut quand même le reconnaître. Il faut savoir se tourner vers l'avenir. Je sais bien que le passé est extrêmement difficile, mais je suis persuadé qu'on peut sortir par le haut de ce sujet. Est-ce que peut-être ce ne serait pas plus facile de se tourner vers l'avenir s'il n'y avait pas à un moment donné des excuses, un début de réparation? Monsieur le ministre, ce sont les parlementaires des Outre-mer qui vous interpellent aujourd'hui sur l'impact de la chlordécone aux Antilles. Est-ce qu'il y a des questions qui n'ont pas été posées? Oui, j'en ai eu. Alors, monsieur. Et j'en prends deux, sinon, non, les enfants, c'est moi qui donne le micro, parce que, non, mais c'est moi, c'est pas une communauté autogérée. Quand donc l'État va-t-il indemniser de façon juste, cohérente et humaine les victimes martiniquaises et guadeloupéennes du chlordécone? Je ne dis pas, il est impossible qu'il y ait un lien. Je dis, moi, personne ne m'a établi le fait qu'il y avait un lien direct. Donc je ne veux pas créer d'angoisse. S'il est établi qu'au-dessus d'un certain taux, même l'ingestion devient dangereuse, etc., on pourra ouvrir ce dossier. Moi, je suis tout à fait prêt à le faire. Je suis pour qu'il y ait un discours de vérité. Les dernières analyses de l'Agence nationale de sécurité sanitaire placent le risque cancer pour les hommes, notamment, à un taux de chlordécone très bas. Il y a du chlordécone presque partout. La viande vendue même en supermarché peut contenir jusqu'à 100 microgrammes par kilo. Le procès des militants anti-chlordécone a débuté ce matin. Ce n'est pas normal que ce soit nos jeunes, nos frères, qui se battent pour ça, qui soient devant la justice. Les images sont impressionnantes. Des scènes d'émeutes en plein centre-ville de Fort-de-France. Personne ne pose. Quelle sera la réponse de l'État si les manifestations, les blocages doivent se reproduire? Lui, il faut l'enculer, lui. Je comprends pas pourquoi on est toujours pas enculé, lui. Vous allez être jugé. Dans ce cas. Les gars, faut qu'on en dans la gueule. Il faut en enculer un. On est là pour ça. Il y en a un qui a ramassé les autres.
partir du moment où on dérange, il y a tout un système de ce système colonial qui est mis en place pour discréditer. Donc par exemple, arrestation injustifiée, arrestation abusive et tout ça. Les lacrymos balancés, le fait que des gens fassent des gardes à vue pour rien. Chez moi, par exemple, une fois, il y a eu une perquisition juste parce que mon père avait fait une vidéo qui avait buzzé, comme on dit communément, où il passait sans peur en fait devant les forces de l'ordre et où il les dénonçait, il pointait du doigt cette inégalité et cette injustice. Quoi de mieux qu'un rassemblement pour soutenir 3 camarades amenés à répondre devant la justice suite au mouvement de protestation devant un centre commercial Robert le 23 novembre dernier. Plus de 200 personnes étaient réunies pour soutenir les 7 manifestants anti-chlordécone. Le 13 janvier, c'était un jour particulier parce que pour la première fois, il a été montré sur les réseaux, vraiment par beaucoup de personnes, l'injustice à l'état brut. On s'est rendu compte que du coup, la loi ne servait pas le peuple, mais le desservait. Et qu'elle servait les intérêts dans ce cas-là en tout cas, des béquets, c'est ce qu'on s'est dit au départ, puisque c'était un procès qui tournait justement autour de l'empoisonnement au chlordécone. C'était lors des boycotts et de la dénonciation justement du groupe GBH, son implication et de plein d'autres béquets, tout ça dans l'empoisonnement au chlordécone. Les gens ils sont arrivés avec cette envie simplement de soutenir les 7 personnes qui avaient été interpellées. On est venu donc devant la barrière, on a essayé de comprendre en tout cas, vu que c'était pas un procès à huis clos, on a essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à rentrer. Mais nos questions gênaient et on s'est fait gazer. Donc ça illustrait parfaitement cette disproportion injustifiée, et voilà. Et ça s'est empiré par la suite. Ils ont carrément sorti des LBD contre la foule non armée, totalement non armée. Donc j'ai des amis, j'ai un ami en particulier, il s'est pris une balle d'LBD, il faut voir un peu le calibre de la balle, quoi, dans la bouche, à bout portant, une fracture mâchoire, nez et tout ça. Eux, ils étaient bien protégés avec toute leur artillerie et tout ça, bien repliés à protéger le palais de justice. Et ça a révolté tout le monde. Ça a révolté, mais ce qui est tout à fait normal. Donc du coup, à ce moment-là, c'est eux en fait qui ont créé cette, je dirais pas offensive, mais là, c'est vraiment le mot révolte en fait finalement. De ce chaos, il naît quand même quelque chose de magnifique finalement. Tout le monde s'entraidait et je me suis dit, waouh, mais c'est ça en fait. C'est ça que je veux. C'est ça qu'on veut tous en vrai. Pour la première fois, j'ai senti le soutien des Martiniquais dits non activistes. Et ça, du coup, ça a illustré une conscientisation, celle dont on aspire en fait justement. Et là, je me suis dit, ah, c'est bien. Mine de rien, il y a eu du bon dans tout ça. Il fallait que les gens voient, par eux-mêmes peut-être. C'est vrai que c'est important aussi de voir par soi-même, mais là, ils l'ont vu. La compréhension des phénomènes permet de la transformation des choses. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à dépasser tout ce qui nous désunit. Il faut construire cette unité nationale. Comment nous pouvons mettre le colonialisme français dehors si nous, entre nous, ne sommes pas capables, même si je ne suis pas d'accord avec lui, mais on a un minimum d'accord. Il faut créer ce minimum d'accord pour renverser ce système-là. Je pense qu'il faut agir encore plus collectivement pour changer cet état qui n'arrange personne en fait. Et qu'il y a une idée d'une autre société, d'une autre façon de faire monde qui est en gestation dans ces mouvements. Et il incombe à tout un chacun de le faire émerger, de le faire sortir. Et ça sera salutaire. Je pense que ça, c'est le combat qu'il faut mener et il faut appuyer celles et ceux qui ont le courage de le faire. Je vais plus loin, je dis que nous sommes porteurs, nous Martiniquais, nous sommes porteurs d'un germe de notre humanité. Mais il faut qu'on soit capable, et nous sommes capables de mettre ces synergies-là et montrer au monde que ce petit pays-là, nous allons porter notre contribution à ce monde que nous voulons, meilleur et fraternel. On peut construire quelque chose de plus beau. On peut
peut construire quelque chose de plus chaud, l'abondance de ce que nous sommes. Fais confiance à l'abondance de ce que nous sommes. Il n'y a pas de peuple libéré sans terre pour vivre et cultiver. Se réapproprier les terres volées et contaminées par les béquets avec la complicité de l'État n'est pas une impasse. C'est une quête de souveraineté alimentaire et de réparation. Alors, la question de la terre, la Martinique, semble être très délicate. Le problème de la terre en tant que tel, parce que le droit d'un pays, si tu n'as pas tort, ou pas dans ce pays, si tu n'as pas posséder terre, ou pas posséder pays. On n'a pas de terre agricole disponible. Pourquoi? Parce que beaucoup de terres ont été déclassées pour pouvoir construire, pour pouvoir s'enrichir. En gros, tu vois, les terres agricoles, c'est entre 50 centimes et 1 euro le mètre carré. Et quand tu déclasses, ça peut monter, ça commence à partir de 100, ça peut aller jusqu'à 150, 120, ça dépend. Donc déjà, on est dans une île, le foncier est limité. Et pendant les années 80 jusqu'à 90, jusqu'à 2000, en fait, il y a eu beaucoup de spéculation immobilière. Des terres qui ont été déclassées pour pouvoir faire de l'argent. Des terres agricoles, en fait. Il faut que la CTM nous mette à disposition la banque de terre. Il faut que une procédure de terre en friche. Parce qu'il faut savoir qu'en Martinique, pour défricher une terre. Donc, quand il y a une terre en friche, il faut la défricher. Donc, pour la défricher, il faut payer une taxe qui est de 1 euro par mètre carré. Donc, si tu as 1 hectare, il faut payer 10 000 euros. À côté de ça, il faut payer la main-d'œuvre, il faut payer les outils, tronçonneuse, tracteur, je sais pas quoi. D'accord, donc finalement, quand tu es un jeune agriculteur, c'est quasiment impossible de t'installer... Pour un jeune, non, c'est impossible. Ouais, donc ça suppose de faire un prêt, de s'endetter, et finalement... Non, c'est pas la peine, c'est bon. Le prêt, moi je vais faire ça, et puis aucune banque ne va te suivre. Hein. Nous nous trouvons actuellement sur les terres qu'a acquis mon grand-père Salomé Egoui. Le Béquet, la famille Simonet, voyant justement qu'il avait acquis ces terres de gros volume, de très gros volume, le Béquet a décidé justement de le faire fuir, de le faire partir, comment on va dire, de le mettre dehors sur ces terres. Il y a justement tout un système qui est mis en place pour dire qu'une personne soit propriétaire ou non. Et quand on lit et on décortique le titre de propriété de M. Charles-André Simonet, eh bien, ces indications n'y figurent pas. Donc là, aujourd'hui, il y a une procédure parce qu'il a présenté un faux titre pour 3 volumes. Alors s'il y a 3 volumes, il doit avoir 3 titres. Nous avons découvert tardivement qu'il était propriétaire et cela date de 2013. Lorsque nous l'avons découvert, nous avons commencé à faire des recherches. On peut dire clairement qu'on a un minimum de 600 hectares de terre. Quand on parle en fait, d'état de fait de la domination béquet en Martinique, c'est une réalité. Et aujourd'hui, notre combat s'inscrit au départ. Notre combat, c'est vraiment de propriétaire à occupant. Maintenant, il y a une connotation coloniale. Pourquoi? Parce que c'est un béquet qui plante de la banane dessus. Ça, c'est clair. Nous savons très bien que si c'était peut-être un afrodescendant ou un autre Martiniquais qui aurait utilisé un tel titre et qu'il avait fait savoir, et qu'un béquet l'avait fait savoir aux instances, je pense que cette personne serait déjà convoquée. Eh bien, c'est le but de notre combat. Donc on a encore étoffé notre dossier. Notre dossier ne se fait que de se renforcer et encore se renforcer, qu'avec des faits qui sont vérifiables par tout un chacun. Le dernier document que nous avons eu, en plus de tous les autres, c'est ce fameux document des archives départementales qui stipule très bien, de manière claire, définitive et sans appel, que M. Charles-André Simonet n'est pas propriétaire de terre sur la ville de Sainte-Marie. Nous avons également pris un notaire qui lui a confirmé par rapport à ses propres recherches que mon grand-père était propriétaire de plusieurs habitations qu'occupait le béquet. Et ce document a été envoyé au béquet. Nous n'avons jamais eu de réponse. Suite à cela, en 2018, une sommation lui a été faite de ne pas planter les terres puisque, effectivement, elle ne lui appartenait pas. Sauf qu'en janvier de cette année,
Il a replanté ce que vous voyez derrière nous, alors qu'au moment où l'interpellation a été faite, il n'y avait aucune banane plantée sur le terrain. À l'aide d'associations écologistes, ils ont effectivement barré une partie du terrain avant qu'il soit planté. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, la partie qui est plantée, on n'y touche pas puisqu'on ne veut pas faire instruction à une entreprise en fonctionnement. Par contre, la terre qui n'est pas encore plantée, en fin de compte, ils ont planté des piquets pour pas que cette terre-là soit utilisée. La famille était condamnée à retirer les piquets et à le laisser. C'est une aberration totale. La Martinique a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour être en autonomie, en autosuffisance alimentaire, et ce n'est pas le cas. La principale culture de la Martinique, c'est des bananes. Et qu'est-ce que les bananes nous ont donné? Du chlordécone qui nous a rendus malades. Plus tu as de la terre, plus tu manges. Pas en fonction de ta production, en fait. Tu vois? Ils ont beaucoup de terre, donc ça les arrange ce système-là, en fait. À la limite, ils font plus d'argent avec les subventions, comme on donne la banane, en fait. La banane, c'est pas très rentable, en fait. C'est les subventions qu'il y a derrière. Ils sont rentables. Le programme POSEI, destiné à l'agriculture ultramarine, dédie 130 millions d'euros d'aide publique en soutien à la filière de la banane, soit 50% de l'enveloppe totale. Bref, une filière sous perfusion qui empêche la diversification agricole. Cette aide représente 15 800 euros par hectare et 500 euros par tonne de banane. Comme le rappelle la Cour des comptes, en Martinique, sans les subventions, le revenu des entreprises agricoles serait très fortement négatif, ce qui pose la question du maintien du modèle économique en place. Les aides à l'agriculture des départements d'outre-mer ne sont pas parvenues à favoriser une activité compatible avec les critères du développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et écologiques. Il en résulte, en particulier aux Antilles, un niveau d'aide anormal rapporté tant à la production qu'aux surfaces cultivées et à l'emploi. Les cultures destinées à l'exportation ont été l'objet de regroupements de producteurs et d'une diminution du nombre d'ouvriers agricoles. Les aides pour les maintenir ont plus servi à préserver le chiffre d'affaires que l'emploi. Entre 2000 et 2007, en Martinique, les emplois dans la banane ont chuté de 38%. Les choix effectués en faveur des cultures d'exportation ont donc supprimé la possibilité d'encourager financièrement les productions diversifiées. Par ailleurs, même si la version initiale du plan banane durable n'en fait pas état, les parties prenantes visaient également à améliorer l'image du secteur auprès de la population et renforcer ainsi son acceptabilité sociale. C'est-à-dire dans les années 70-74, où nous avions créé avec Pierre Davidas, mais avec d'autres, donc dans Charles Baltilde. On ne parle pas assez de lui. Nous avions créé l'association de protection des mangroves de la Martinique. On a fait tout un travail pour expliquer aux gens de Rivière-Salée, mais on me prenait pour défaut, on nous prenait pour défaut. Moi-même, quand j'ai rencontré García Maza la première fois, je ne comprenais rien à l'écologie. Mais j'avais conscience que mon pays devait vivre autrement. Bernard Ayotte, effectivement, ça a été vraiment un dégât. À la fin des années 90, vers 1996, par là, il vient avec un projet. On s'y oppose très lourdement. On a fait de grandes manifestations, non seulement opposition physique, mais avec assemblée des manifestations culturelles là, sur le site où on expliquait aux gens, en même temps que c'était ludique, mais en même temps qu'on leur expliquait l'intérêt de la mangrove, qu'il ne fallait pas ça. Le tribunal de Fort-de-France suspend le projet de M. Ayotte. On a appris que, entre-temps, que M. Ayotte avait été reçu avec une délégation dans les bureaux de l'Élysée. C'est ce qu'on nous a raconté. Et le Conseil d'État prend le dossier à lui-même. Et le Conseil d'État décide, il n'y a pas de mangrove. De 7000 km, contre toute attente, personne n'a rien compris, il n'y a pas de mangrove. Pendant le chantier, ça a été vraiment un massacre, des milliers de crabes qui sont morts, qui ont été écrasés par les tracteurs, mais des choses inimaginables. C'est véritablement un écocide. Les pêcheurs qui pêchaient des crabes et qui avaient comme subside on veut ça, mais ça arrachait le cœur. Ce centre commercial de Junipa, qui est construit sur une mangrove, qui symbolise finalement le fait qu'on va détruire des écosystèmes locaux, écosystèmes qui au contraire pourraient prendre soin de nous, pourraient nous nourrir, pour pouvoir importer des denrées dans des mesures en fait totalement disproportionnées. Et c'est aussi ça ce que représente la chlordécone, c'est-à-dire c'est
insécurité alimentaire contre laquelle il faut s'insurger. Quand on parle effectivement d'empoisonnement au chlordécone, on s'inscrit aussi dans ce débat parce qu'il faut savoir que notre arrière-grand-père a été chassé de ses terres, mais il y a une partie de la famille qui habite encore aujourd'hui sur les terres. Ce qui se passe, c'est que quand ils font des traitements avec des produits qui empoisonnent la terre sur les bananes, donc je ne sais pas exactement quel traitement, c'est eux qui doivent le savoir, il faudrait bien leur poser la question, eh ben, la rivière est rouge. Pourquoi elle est rouge? Parce que toutes les écrevisses et autres meurent. Donc on est bien d'accord que ce soit des pesticides, des fongicides, des produits chimiques toxiques qui sont déversés dans la rivière. Ces exploitations agricoles bananières ont chacune une exploitation d'eau d'une rivière qu'ils ont détournée. Jean-Louis de Lucy, c'est le frère de Éric Jean Lucy, qui est le fondé de pouvoir de Bernard Ayos. Vous voyez toute la clique qui se rencontre. Et Jean-Louis de Lucy a décidé de créer une association syndicale du Grand Nord de la Martinique pour prendre toute l'eau de la Grande Rivière pour arroser ses bananes. Il voulait prendre 80% de l'eau de la Grande Rivière. Alors ça n'a pas tenu. Pendant des jours, c'était très dur, à la limite du découragement. On finit par convaincre le tribunal à remonter sur place. Le président remonter la rivière avec de l'eau jusque-là. On le soutient, on le fait enjamber des porcs, etc. Et puis là, évidemment, il a compris le combat. Et c'est parce qu'il est venu, il a bien compris. Et puis là, évidemment, quand il est allé, alors évidemment, et ce jour-là, on a gagné. Et le commissaire du gouvernement a fait ressentir que c'était un dossier totalement mal ficelé, c'était juste pour donner des subventions aux béquets, pour leur donner encore l'eau, et c'était malsain. Le débit biologique n'était pas respecté quand ils prenaient 80. Les gens qui faisaient leur lessive, les gens qui pêchaient les titiris, ils n'auraient plus rien, et tout ça. Et finalement, on a gagné. Mais c'était un combat très, très, très parmi les combats les plus lourds. Alors aujourd'hui, ce que nous revendiquons, à part le combat, nous sommes avec eux dans le combat et contre le chlordécone et contre le pesticide, et ça c'est assez net. On a fait condamner le béquet d'Ormois qui rejette la vie n'importe où et qui a tué la rivière là. On se bat aussi contre le défrichage inconsidéré des forêts. Parce que la forêt, quand tu n'as pas la forêt, tu n'as plus. Et puis on a un combat là qui est en cours, c'est le littoral. On veut arriver et que le Martiniquais puisse circuler librement sur tout le littoral de Martinique. Les métropolitains construisent des maisons avec des piscines, des patios sur le littoral. Donc le littoral, les terres agricoles et la pollution, et c'est tout ça. C'est un combat qui ne finit pas. La banane est une culture issue de cet empire colonial français et qui était pensée avec le Cameroun, avec la Côte d'Ivoire, avec la Guinée, y compris aussi avec la Guyane et avec la Martinique. L'habité colonial, dont je parle en fait au premier chapitre de mon livre, est une certaine manière d'habiter la terre. Une manière qui fut au service de la colonisation, qui consiste à soumettre tous les éléments du monde, les écosystèmes, les humains, les non-humains, à la recherche d'un profit extrêmement bref et rapide pour une petite poignée d'hommes surtout. Cette habité coloniale a pris la forme de plantations, notamment voilà, dans les Amériques, mais aussi plus tard dans les mines en Afrique et en Indochine, enfin en Asie, etc. C'est un habité qui est extrêmement violent, misogyne, et qui n'a pas, on va dire, qui ne s'est pas arrêté avec la fin de la colonisation ou avec la fin de l'esclavage. Et c'est quelque chose qui, vraiment, c'est une conception de la manière dont nous pensons sur Terre. Ce qui se passe, et le chlordécone est un exemple phare, en fait, en Martinique et en Guadeloupe, c'est qu'on a l'impression que c'est la seule façon dont on peut être sur Terre. La seule utilisation qu'on peut trouver pour ces terres, c'est de les transformer en exploitation, afin de pouvoir avoir des sous le plus rapidement possible. Puis après, on passe à autre chose. Quel que soit le coût qui est encouru, le coût environnemental, biologique, écologique et le coût humain, la violence, elle est à la fois dans le fait de maintenir ces exploitations à l'intérieur, mais aussi dans les structures externes qui vont faire en sorte que ça puisse perdurer.
Nous sommes ici à l'ancien jardin colonial, sur les bords des bois de Vincennes, et qui a vraiment servi de laboratoire colonial. C'est-à-dire qu'il a servi de modèle avec lequel on va pouvoir mettre en culture le monde entier. Ici, il y avait des plans qui étaient envoyés aux 4 coins du monde. En Guyane, en Martinique, en Guinée, à Madagascar, en Asie, au Vietnam. Ça montre cette volonté d'un ensemble d'individus de se dire, bon voilà, nous allons prendre le monde ainsi et nous allons le cultiver, mais sans aucun regard, sans aucune considération pour les personnes, les peuples indigènes qui habitent ces espaces. Et on voit bien d'ailleurs que ce moment de l'expansion d'un habitat colonial, en tout cas français, allait de pair avec des formes répressives, de travail forcé, avec une justice bien sûr inique, pour maintenir cet habitat colonial. Le fait de le maintenir participait à ce que j'ai appelé l'écologie coloniale. C'est l'ensemble de stratégies, de mesures, de politiques qu'on a mis en place depuis finalement 400-500 ans pour maintenir cette manière violente d'habiter la Terre et d'être en relation les uns avec les autres. Et face à ça, il y a eu des résistances. Donc, nous avons grandi en connaissant ces résistances politiques, ces résistances à l'esclavage, ces révoltes. Mais il y a eu aussi des résistances écologistes. Évidemment, on ne les nommait pas comme ça au moment où ils ont eu lieu. Et l'un des symboles les plus forts, les plus importants de ces résistances, c'est effectivement la pratique du marronnage, qui était une résistance double. Une résistance contre contre l'asservissement, contre la prise de corps et le droit finalement de vie et de mort sur les personnes en état d'esclavage, mais aussi une résistance contre la plantation, c'est-à-dire contre l'habitat colonial, contre ce modèle d'habitat. Parce qu'on sait que parmi les communautés marronnes qui ont pu créer des espaces et habiter, que ce soit à Nouvelle-Orléans, que ce soit en Jamaïque, en Colombie, au Brésil, en Guadeloupe, Martinique un certain temps, au Suriname, en Guyane, en fait, elles ont proposé d'autres rapports à la terre que la monoculture standardisée d'une denrée. Et ce geste-là est politique. C'est une manière de se soigner soi-même en ayant un rapport à la terre qui a pour fonction de prendre soin du corps. Par le choix de ce qu'on cultive, par la culture de certains simples qui permettent de se soigner. Et ces écologies marronnes ont perduré. Voici mon principe, c'est de... Pas mon principe, c'est ma ligne directrice, c'est pas un principe. C'est de développer des systèmes d'abord avec ce que présente le système d'abord. Ne pas essayer de transformer. On a ici un tout petit plateau avec une configuration particulière. Je vais essayer de faire avec déjà. Après, donc, j'ai commencé à faire des buts dans le sens des lignes d'horizon. Et ces buts, ça fait 5 ans que je ne les ai pas travaillés. En l'occurrence, là, comme je démarre une plantation d'ananas, principalement, ce sera là pour 3 ans, voire 4 ans. Donc, ça veut dire que j'ai usé en tout et pour tout 4 litres d'essence pour ça et que je ne vais pas rebouger pendant 4 ans. Je vais commencer à introduire progressivement, après avoir passé les moutons, introduire les moutons pour qu'ils désherbent les canaux, les concombres qui vont aller dans le canal chercher la fraîcheur. Et je vais introduire entre mes ananas des plants de groseille. Pourquoi? Parce que le groseille, il est annuel, ce qui veut dire qu'il ne va pas du tout gêner l'ananas. Donc en fait, on aura maximisé l'occupation de l'espace par des concombres qui vont courir, par des groseilles et par des ananas qui vont rester. Ensuite, tout autour, je vais commencer à planter des arbres d'essence, comme j'appelle, autour. Donc des canneliers, des girofliers, toujours avec ce duo où les moutons m'aident, au fait. Ils sont bons, hein? Ils sont jolis, hein? Ici, on est dans la genèse. On est dans ma tablette de couleurs. C'est-à-dire que je viens récupérer l'arbre que j'ai besoin, la petite plante maraîchage que j'ai besoin. Voilà, je viens récupérer les choses qui vont composer mon système. Je me balade, je repère, je me pose la nuit, je fais un plan sous papier. Et le lendemain, je viens choisir mes ingrédients pour faire
la composition, quoi. Et puis, on commence à aménager avec, toujours pareil, le trio, animaux, petites plantes et arbres. Et c'est juste comme un chef d'orchestre, quoi. À quel moment je fais rentrer les cuivres, à quel moment je fais rentrer les vents, et puis le tout doit donner une mélodie. C'est ça aussi. Donc, pourquoi je vais dans des précisions techniques comme ça, c'est pour vous expliquer que ceci est une démarche qui est complètement personnelle et pas du tout appuyée par un système de subvention étatique pour le moment. Donc on essaie de se battre pour qu'ils puissent reconnaître ces nouvelles méthodes-là et reconnaître que c'est ces systèmes-là qui font encourager vers la durabilité et non pas les systèmes productivistes. Bon, c'est difficile, hein, parce qu'à Bruxelles, des fois, ça bouchonne, quoi. Tu es soumis à des normes nationales, donc oui, européennes et françaises. Eux-mêmes, ils dépendent de Bruxelles. Si la direction de Bruxelles décide d'investir son énergie, ses financements et son budget vers de la monoculture, ce qui est le cas, ce qui est le cas, bien sûr, et tout, toi, tu es dépendant intégralement, puisque voilà, donc elle fait retomber sa décision à l'échelle européenne sur la France. La France fait retomber sur tous ces territoires, les dom-toms et compagnie et tout. Et là, c'est là que ça devient vraiment illogique. Les labels biologiques, tout ça, ça sort un petit peu plus haut de l'équateur. Ça va aller encore un petit peu plus haut. Et donc, nous, on est situé un peu en bas avec des dimensions, des technicités, des rapports avec la nature qui sont diverses. Je n'ai pas parlé de plus intéressants ou qui sont diverses. Et ça, c'est pas du tout intégré. Ce label étant fait en Europe, n'est pas du tout intégré dans des dimensions tropicales. Parce que quand bien même on le dénonce, on n'aime pas, il ne faut pas aller vers la monoculture intensive. Et quand bien même on va vers de la monoculture intensive, les échelles de territoire ne sont pas les mêmes. Hein. Donc ça veut dire qu'on va donner 85% à la banane quand même. Il va rester, comme on sait ici, la canne. Et en fait, dans le petit qui reste, on met tout, absolument tout. Et c'est très mal réparti. Je suis très gentil quand je dis que c'est très mal réparti. C'est presque inadmissible, en fait. Et comme c'est un milieu qui est extrêmement subventionné, et même sur perfusion, on aurait préféré que les subventions et la perfusion servent à la diversification, tant qu'à faire. Ce qui est important ici, ce qui se passe, c'est qu'on passe de la logique d'exploitation à agroferme. C'est difficile, parce qu'en fait, quand tu fais tes études, même d'agriculteur et tout, on t'apprend à gérer une exploitation. Et même le vocabulaire ne va pas, parce que exploitation égale exploiter. Exploiter la terre et bien sûr les hommes. Dans tous tes papiers, dans tout ce que tu vas lire ou que tu as renvoyé à la chambre d'agriculture, le mot exploitation est là, le mot exploitation. Donc dans ton langage, tu le dis même accidentellement. Et on veut changer ça, parce que exploitation suppose qu'on t'apprend souvent à faire de la monoculture. On ne t'apprend pas tout ce que Sébastien vous a expliqué, du tout. On t'apprend surtout à acheter beaucoup de tracteurs John Deere et s'endetter, puis finalement tu rentres dans un cercle infernal au service finalement d'une sorte de concurrence internationale de la monoculture et en fait qui sert à personne qu'à des gens de pouvoir. C'est tout. Il faut écouter l'agriculteur, voir ce qu'il est capable de faire et dire aux gens, voilà, vous aurez des carottes qui ne sont pas forcément énormes parce que finalement, sans produit, on n'arrive pas à en produire. Au fait, ça ne gêne personne d'avoir des carottes énormes tant que c'est marqué AB. Et c'est ça le problème, quoi. Donc, ça ne correspond pas à un travail. Aujourd'hui, pour maîtriser l'enherbement en agriculture biologique, on utilise beaucoup le retournement de la terre, souvent les faux semis, la technique qui consiste à laisser pousser, puis on repasse la machine. On laisse pousser un peu, on repasse la machine, jusqu'à épuiser le potentiel de graines des mauvaises herbes. Oui, mais on a usé combien de litres d'essence, là, de gazoil? En fait, c'est bio, tout ce que vous voulez, mais on a ceci. Donc, je préfère un label qui me dirait c'est sans fongicides, sans pesticides et sans labour. Et c'est possible, parce qu'en moins de 5 ans, on est vraiment passé, on a banni certaines énergies fossiles, on a banni certaines pratiques qui étaient pour nous trop énergivores. Le consommateur est tout simplement rassuré dès qu'il voit AB. Et il ne va pas rencontrer la difficulté, le travail, le savoir, l'échange n'est pas fait avec le producteur. On le laisse dans son coin, isolé, et au fait,
il est tout le temps dans sa solitude. Personne ne s'intéresse à ce qu'il fait. On est juste content parce que c'est AB, c'est tout. Alors que justement, en ne mettant pas de label, ou bien en créant son propre label, ça crée un intéressement et les gens viennent découvrir la réalité. Et ils comprennent mieux pourquoi il faut manger aussi du concombre quand il y a des ananas. Parce que le concombre m'a permis de maîtriser l'enherbement de l'ananas dans le système où il y a de l'ananas justement et du groseille. Moi, je dirais que je fais une agriculture logique. Alors, tout le monde dit « Ah, pour qui se prend en logique? Comment ça logique? Et nous, on n'est pas logique. » C'est juste pour qu'on m'entende. C'est juste le seul moyen que j'ai. Je m'adapte, hein, c'est juste le seul moyen que j'ai pour que les gens s'intéressent à qu'est-ce que la logique. Et du coup, effectivement, ils vont se dire, mais si lui, il fait de l'agriculture logique, que font les autres formes d'agriculture? Eh bien, c'est illogique, parce qu'on est en train de puiser les ressources énergétiques sans en compter, et ceci s'épuise. On ne réfléchit pas à faire ça. On se baigne dans la piscine tant qu'il y a de l'eau, et puis on n'a pas vu le trou, ça se vide, et puis quand c'est arrivé à nos genoux, on dit il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Ça fait 3 jours qu'elle se vide la piscine. Est-ce que c'est logique sur une île de faire de la monoculture intensive? Voilà. Et justement, souvent, dans le label bio, ils ont oublié le logique aussi. Dans certains labels bio, je dis bien. Et donc, nous, on veut renouer avec cette idée de bio logique, vraiment. Et voilà, la logique dans le vivant et pas du bio-business comme on peut voir un peu partout. Et c'est sur ça qu'il faut s'appuyer. On fait ça aussi pour le sol, quoi, pour continuer à notre échelle à reconstituer ce qu'on a détruit en retirant une forêt. Humblement, il faut bien manger, donc on cultive un peu, mais on fait ça aussi pour le grand esprit de la forêt, quoi, pour reconstituer un petit peu le sol, etc. aussi, quoi. Pas forcément dans un but anthropique, l'homme. Voilà. Pour moi, c'est une question non seulement de logique, d'entraide et de solidarité, qui montre quand même un effort commun par rapport à l'individualisme du marché. Il faut noter qu'on a quand même eu la chance d'arriver sur des terres saines, propres, où il n'y a pas eu d'usage d'intrants chimiques et compagnie et tout. Mais je dis, même sur des terres qui a eu intrants chimiques et tout, si on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien faire, d'accord. Mais si on peut changer au moins la logique et qu'est-ce qu'on en fait de ces terres-là, c'est déjà un bon début. Alors voilà, c'est ça qu'il faut comprendre pour voir un peu la vision d'ici, quoi. Il faut reprendre le contrôle sur ses décisions, sur son territoire en matière alimentaire, ne serait-ce qu'alimentaire, parce qu'en fait, s'il en va de ta survie à certains niveaux et du développement économique de ton île, dans notre cas. Tu t'apprends dans mes mains? Tu t'apprends dans mes mains? Et filme comme si tu filmais pas. Ouais, comme si tu filmais pas, d'accord. Quelle habitation possédez-vous justement là longtemps? Je suis à l'habitation désirable. C'est Bananeraie ou... Oui, Bananeraie. En fait, ça dans quel but? C'est un documentaire indépendant, en fait, on a fait en financement participatif. Donc là, on est venu 2 semaines pour faire ce reportage-là. Vous venez de métropole? Oui. Pas Canel est ici, nous on est martiniquais aussi. Donc on cherchait à interviewer des exploitants justement. Les subventions européennes qu'on touche, c'est un complément qu'on apporte, autrement on va en perdre. Si on n'a pas ce complément-là, la propriété n'existe pas. Le même matin, il n'y a plus de subventions, on ferme tout. Vous savez, l'histoire du chlordécone, on a appris plein la gueule, excusez-moi le terme, madame. On a appris plein la gueule. Ouais. Et vraiment, on nous a sali dans tous les sens du terme. Comme si on a pris le chlordécone et qu'on a pollué nos terres sciemment. Vous croyez qu'en agriculture, on a pu faire ça? Est-ce qu'il n'est pas possible d'utiliser des débroussailleuses, par exemple, et des techniques culturelles plus respectueuses? Oui, on peut faire des débroussailleuses. Le coup de rôle vient, je vous donne des coups. Au lieu de dépenser 10 000 euros, dépensez 150 euros. Mais le coût pour la santé du glyphosate et du chlordécone? Oui, non, mais à la fin, votre propriété perd de l'argent, vous l'affirmez. Oui, mais quand vous êtes mort, vous ne perdez plus rien. Chico Mendes disait que l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Certes, mais cela reste insatisfaisant. L'écologie sans lutte des classes, antipatriarcale, qui ne serait pas profondément antiraciste et donc décoloniale, n'est rien de moins qu'une plantation. Face aux défis qui s'annoncent pour que le peuple martiniquais puisse reconquérir son humanité et imposer sa dignité au colonialisme, en vue de le noyer dans nos eaux côtières, il nous faut brûler la plantation.
que l'âme de notre peuple puisse s'étendre sur la fertilité de ses cendres. Qu'a dénoncé ça? Nous dangers nous mêler, nous embarrasser. Qu'a dénoncé ça? Les bétiers a contaminé nous. Qu'a dénoncé ça? Si même Claude qu'on empoisonné nous. Qu'a dénoncé ça? Les bétiers a contaminé nous. Qu'a dénoncé ça? Parfait yo aïe empoisonné nous. Qu'a dénoncé ça? Si même Claude qu'on empoisonné nous. Qu'a dénoncé ça? En complicité l'État français. Qu'a dénoncé ça? Ni c'est sans en qu'à exploiter nous. Qu'a dénoncé ça? Et actuellement contaminé nous. Qu'a dénoncé ça? Les tambouillés oulé oulé oulé. Qu'a dénoncé ça? Oulé 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 oulé. Qu'a dénoncé ça? Pour les malades oulé oulé oulé. Qu'a dénoncé ça? Pour les victimes oulé oulé oulé. Qu'a dénoncé ça? Terre a pollué, de l'eau a pollué. Qu'a dénoncé ça? Manger pays a contaminé. Qu'a dénoncé ça? Obligé d'aller en supermarché. Qu'a dénoncé ça? Couper, consommer, manger étranger.